Certaines séquences de Voyage au bout de l'enfer valent des filmographies entières de cinéastes que je ne citerai pas par correction. Le premier film de Cimino que j'ai vu, c'est évidemment Voyage au bout de l'enfer. Et je le vois non pas à l'époque de sa sortie en salle, parce que pour le coup je suis trop jeune, mais je le vois en vidéo, tout simplement. Voyage au bout de l'enfer, au début des années 80, j'étais assez jeune, je pense que j'avais quelque chose comme 12 ans. Et ça a été un choc instantané, c'est-à-dire que ça fait partie de ces films dont j'ai le sentiment dès le départ que je me suis dit ce sont des grands films. Même si je ne savais pas pourquoi, pour quelles raisons, il fallait que ça décante. Et évidemment que le temps, la maturité feront qu'à un moment donné, on arrive à mettre des mots sur tout ça. Mais il y a une forme d'évidence que pour moi, c'est des films qui appartiennent, vous savez, à cette catégorie de films dont je pense qu'ils ont la grâce, quoi. Ce qu'on pourrait appeler des films parfaits. C'est-à-dire que c'est presque une sorte d'alchimie assez magique que des cinéastes parfois arrivent à trouver. Cimino ne l'a trouvé qu'une seule fois. Il a fait de très grands films, mais cette grâce-là, il ne l'a eu que dans Voyage au bout de l'enfer. C'est-à-dire que c'est un film parfait de bout en bout. On pourrait rester 5 heures devant Voyage au bout de l'enfer. On est presque comme une sorte de home movie avec des gens avec lesquels on peut rester encore des heures. Et il y a comme ça quelques films dans l'histoire du cinéma, donc j'ai eu le sentiment tout de suite qu'ils étaient presque en lévitation, quoi, et qu'ils flottaient. Et ça a été donc Voyage au bout de l'enfer, quoi, Deer Hunter. Quand je commence à faire de la critique, quand j'ai 22, 23 ans, voilà, quand je commence à m'intéresser vraiment au cinéma, au fait d'écrire dessus tout simplement, que je me dis que Cimino est vraiment... mais tout simplement pour une raison toute bête au départ, c'est avant Sun Chaser en 95, enfin tout ça, c'est que l'homme qui a fait Voyage au bout de l'enfer, pour moi, est déjà un cinéaste hors norme. Donc quand bien même il n'aurait fait que Voyage au bout de l'enfer, cet homme est intéressant. Parce que je pense que Voyage au bout de l'enfer vaut un nombre de filmographies incalculable. C'est pas le nombre évidemment qui compte. Je dirais même que certaines séquences de Voyage au bout de l'enfer valent des filmographies entières de cinéastes que je ne citerai pas par correction. Au début des années 2000, vers 2003-2004, quand j'ai commencé à rédiger un livre sur le cinéma américain des années 70 pour les cahiers. C'est là que le problème de Cimino s'est posé, puisque Cimino appartient, disons d'un point de vue civil ou biographique, à cette décennie qu'on appelle les années 70. Est-ce qu'il appartient au Nouvel Hollywood? C'est autre chose. Mais en tout cas, il appartient à cette décennie-là. Donc il fallait que je l'embrasse comme tous les autres, comme Friedkin, De Palma, Sarafian, Hellman, Al-Ashby, tous ces gens-là. Et Coppola, bon. Et Cimino faisait partie pour moi des grands cinéastes de cette période-là. Et c'est au moment où j'ai commencé à écrire le livre, à réfléchir à tout ça, je me suis dit, mais où je le mets où, Cimino? Cimino, j'avais le sentiment qu'il ne rentrait jamais complètement dans les cases auxquelles j'avais réfléchi. Et pourtant, j'avais le sentiment que Voyage au bout de l'enfer était peut-être pour moi, avec Nashville, le plus grand film américain des années 70. Et d'ailleurs, à tel point que je n'ai tellement pas su le mettre dans la décennie 70 au milieu des autres, ou le faire converser avec les autres, que le livre finalement se termine par un chapitre qui s'appelle Requiem, qui est intégralement consacré à Voyage au bout de l'enfer. Ce qui pour moi était déjà un signe, c'est-à-dire que finalement, il appartient à une décennie, mais son statut est tel que je n'arrive pas à l'intégrer aux autres. Donc il appartient sans y appartenir, ce qui pour moi déjà racontait des choses de Michael Cimino. C'est toujours l'homme de l'entre-deux, Michael Cimino. Et c'est ce qui fait sa beauté, c'est qu'il est entre le cinéma, on pourrait dire, contemporain, moderne de l'époque, et puis le cinéma classique américain. Il est entre l'Europe et l'Amérique. Il va même tourner un jour le Sicilien, comme s'il rentrait dans son fantasme d'Europe. Ce qui est peut-être un de ses films les moins réussis, et peut-être aussi parce qu'il ne fallait pas qu'il aille en Europe. Il fallait que ça reste quelque chose de fantasmatique. C'est quelqu'un qui est pris entre, on pourrait dire, entre la grande forme épique, majestueuse, etc., et puis la forme extrêmement intime. Quand on voit Voyage au bout de l'enfer,
Je connais peu de films dans l'histoire du cinéma qui arrivent à conjuguer une forme. On a l'impression d'être à la fois dans un home movie et dans Le Guépard en même temps. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la marque de fabrique de Michael Cimino. Ça a été quelqu'un qui a réussi à faire converser, on pourrait dire, des pôles ou des entités qui avaient l'air comme ça opposées. C'est-à-dire que Voyage au bout de l'enfer, c'est autant un film de famille qu'une fresque épique absolument colossale. You wanna play games? All right, I'll play you games. Ce qui m'intéressait, c'était de faire un film sur Michael Cimino. C'est même pas totalement exact en réalité. C'était plus un film à partir de Michael Cimino, autour de lui, partant de lui, ou lui rendant hommage, mais en n'étant pas complètement dupe non plus. Enfin, la présence d'Oliver Stone dans le film était aussi importante pour moi. Et j'avais surtout envie de me dire, voilà, je vais faire un film qui va être à partir autour de Michael Cimino, ce qui fait que là, quand le titre apparaît, Cimino n'apparaît qu'en second temps. C'est d'abord Un mirage américain. Et je me suis dit, j'avais envie un peu de convoquer les fantômes. Et par exemple, la petite ville de Mingo Junction, l'impulsion de départ pour moi, elle est là. En fait, je trouve l'idée du film quand je me dis, je me pose la question, que sont devenus, est-ce qu'ils existent encore, les gens qui étaient là au moment du tournage de Voyage au bout de l'enfer en 1979. Ils sont où? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils s'en souviennent, etc. Et quand je suis rentré en contact avec ces gens-là, dans quand même un trou paumé de l'Ohio, où personne ne va jamais, évidemment, enfin, hormis quelques Américains, mais il n'y a pas de touristes, alors des Français encore moins. Et donc j'ai retrouvé leurs traces, on a commencé à échanger, etc., etc. Et là, je me suis dit, il y a le film. Il y a une phrase que répétait souvent Cimino, et il en parle un peu dans le film à propos de la séquence de la roulette russe. On lui a souvent demandé, mais comment se fait-il que cette séquence est aussi extraordinaire, comment vous l'avez montée, conçue, etc. Et il lui disait, mais ce qui est génial dans la séquence de la roulette russe, c'est pas la roulette russe en elle-même, c'est tout ce qui précède. Et elle fonctionne parce qu'on a passé 1 heure avec ces gens-là. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Si je veux être à la hauteur du cinéma de Michael Cimino, je vais aller voir les gens. Et donc je vais passer du temps avec ces gens-là. Et c'est pour ça que Cimino, son nom n'apparaît qu'au bout de 12-13 minutes, et que lui arrive vraiment et prend la parole au bout de 50-55 minutes. Ce qui, du point de vue du doc, on pourrait dire classique, alors télévisuel, j'en parle même pas, et pas du tout orthodoxe ou acceptable. Et ça m'intéressait. C'est qu'on comprenne l'état d'esprit de Cimino, on est avec ces gens-là, et je dirais que c'est de cette séquence-là, cette très longue séquence ou partie, que Cimino arrive. Mais il ne cesse de répéter ça, il faut aimer les gens avant d'eux, comme il faut aimer les espaces avant de les filmer. Voilà. Ça ne veut pas rien dire, ça. C'est facile de dire oui, il faut aimer les gens, j'aime non. On le prouve avec la mise en scène ou la caméra qu'on aime les gens. Et comme on prouve qu'on n'aime pas un espace. Et pour moi, ça a été vraiment les 2 axes principaux du film. Ça a été de me dire, voilà, il faut que je retrouve cette espèce de rapport-là aux Américains, enfin à des Américains. Et puis ce rapport-là à l'espace, quand Cimino m'avait dit, quand j'avais rencontré assez longuement, donc pour faire ce profile pour les cahiers du cinéma, c'est lui qui m'avait dit on va prendre la route. Pas pour faire du tourisme, pas parce qu'il avait envie de bouger, c'est parce que c'est dans l'ADN de son cinéma et qu'on ne comprend jamais rien aux États-Unis si on reste sur place à New York, à Las Vegas ou à LA. C'est en prenant la route qu'on comprend. Et j'ai bien vu, moi, en prenant la route avec lui, combien c'est pas qu'il ressuscitait, c'est qu'il y avait quelque chose d'autre qui arrivait. Il retrouvait une forme d'énergie et de souffle dans l'espace américain. Michael spent big. It was his nature. If he needed 600 extras, he'd ask for 1,200. What matters? What I have on the screen, period. The rest no one gives a fuck about, or I don't give a fuck about it. Everyone talks about his rise and his fall, and I kind of don't want to go into that. I'd rather just talk about the work itself rather than talk about the politics of this happening versus that happening. Pour moi, la fiction et le documentaire, je dirais à un certain niveau d'exigence, attention, hein. Je ne parle pas de reportage. Mais c'est en fait la frontière entre les deux, pour moi, est extrêmement floue. Et je dirais même que c'est en jouant de cette espèce d'ambiguïté que ça devient passionnant. Quand on fait du documentaire, avoir des moments où on frôle la fiction, et quand on fait de la fiction, avoir des moments qui semblent sortis du documentaire. Moi, c'est ce que j'adore. Mais quand on regarde un film comme Délivrance de John Borman, on regarde Point limite zéro de Richard Sarafian, moi, c'est presque des films que je peux montrer comme des documentaires
d'un certain état, de l'Amérique, d'un lieu des années 70. Que le documentaire, le cliché, c'est de croire que c'est le réel. Bon, évidemment pas. Moi, ce qui m'intéresse, pour être tout à fait honnête, c'est la vérité de quelque chose. Et si, pour atteindre cette vérité-là, il faut passer par moments par de la fiction, allons-y. S'il faut passer par de la mise en scène, par du jeu d'acteur, dans We Blue It, il y a plein de moments qui sont des... Quand Ronnie Blackley joue devant le Parthénon de Nashville, évidemment qu'elle ne passe pas toutes ses journées avec un piano devant le Parthénon toute seule à jouer. Bon, donc ça veut dire qu'on a fabriqué ça. Et ça m'intéressait de fabriquer cette séquence-là parce que je savais, elle revenait, elle n'était pas revenue depuis le film de Robert Altman, donc ça déclenchait quelque chose. C'était l'endroit exact où Altman avait tourné le dernier plan de Nashville, et donc elle allait donner quelque chose qu'elle n'aurait pas donné autrement, et moi ça me permettait de mettre en scène, de convoquer des choses qui allaient nourrir le plan du côté de la fiction. Puis la séquence dont vous parlez de Jim Freiling, et qui à un moment donné raconte la vie de Mingo Junction, cette époque-là, etc. Et puis qui s'arrête quand il se souvient que l'un de ses copains est mort. Et au moment où il se met à pleurer, je sais instantanément que je vais le garder. Non pas parce que c'est super d'avoir un type qui pleure à l'image, évidemment pas, mais parce que ce que raconte ce moment d'émotion, c'est que pour lui, Voyage au bout de l'enfer, c'est ça, tout simplement. Et ça, c'est génial. Il n'est pas en train de dire, comme moi je pourrais dire, Voyage au bout de l'enfer, grand film de l'histoire du cinéma, de façon un peu théorique. Et ça. Non, non. Il dit, pour moi, Voyage au bout de l'enfer, habitant de l'Ohio, ancien ouvrier sidérurgiste, Cimino, il a fait un film qui fait que quand je le vois, je pense à mon copain qui est mort. Ça, c'est extraordinaire. C'est là qu'on est, comment la fiction rappelle le réel d'un seul coup. Est-ce que c'est quoi, du documentaire? C'est du documentaire, mais son émotion, elle vient d'un film de fiction, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me prouve combien Deer Hunter a été pour ces gens-là, à ce moment-là, non pas un grand film de l'histoire du cinéma. Ils disent pour eux c'est un big film. Mais ce n'est pas des cinéphiles, ils ne voient pas beaucoup de films, non. Par contre, ça a été un moment important de leur vie. Et c'est ça, Cimino. Hein, et c'est d'où la grâce de ces films. Et pour eux, c'est un home movie. Ils le voient comme un film de famille. Voilà, ils regardent Voyage au bout de l'enfer, ils disent tu te souviens d'un tel, lui est mort, lui n'est plus là, et on avait fait ça ce jour-là, etc. Mais c'est ça le cinéma, c'est qu'à un moment donné, c'est ce qui permet à des gens de se souvenir aussi de certaines choses, ou à certains films de dépasser le cadre un peu étroit des cinéphiles ou de la critique, quoi.